Je m'appelle Morane Nazar et je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait un long parcours scolaire en passant par Estienne à Paris, puis la Aide à Genève, puis la IR à Strasbourg. Et à l'issue de mes 3 ans à la Aide de Genève, j'ai publié ma première BD qui s'appelle Acouphènes. Et à l'issue de mon master à la IR, j'ai publié ma deuxième BD, Tans, aux éditions Le Lombard, qui est actuellement, qui vient de remporter le prix Révélation du Festival d'Angoulême. Alors pourquoi j'ai abordé cette dualité entre académisme et avant-garde dans Tans? Alors donc c'est un livre que j'ai élaboré quand j'étais aux Arts Déco de Strasbourg et ça me travaillait beaucoup à l'époque. Enfin, la dualité entre art majeur et art mineur, entre art populaire surtout et art noble entre guillemets. Et en tant qu'auteur et autrice de BD, c'est une question à laquelle on est souvent confronté parce qu'on fait de la culture populaire et c'est souvent décrié dans le milieu de l'art. Et c'est une dichotomie qui se retrouve dans toutes les disciplines artistiques. Ce qui est déjà en soi une problématique intéressante quand on crée. Et enfin, quand j'étais moi-même aux Arts Déco de Strasbourg, je me sentais pas trop à ma place. C'est une école qui est plutôt qui penche plutôt du côté de l'expérimentation, de l'avant-garde. Et j'avais l'impression qu'on me mettait dans une case commerciale. Que j'étais pas moi avant-gardiste ni quoi que ce soit. Donc ça me travaillait pas mal à l'époque. Quelle est la place de la danse actuellement? C'est un peu compliqué comme question pour moi parce que je suis plus que néophyte. Moi, je danse pas, j'ai juste une appétence en tant que spectatrice. Par contre, je pense que ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que particulièrement en ce moment où on est privé des arts du spectacle, on se rend compte de l'importance qu'ils ont et pour nous sortir de notre quotidien ou nous faire réfléchir sur notre quotidien ou juste créer un moment fédérateur entre spectateurs, partager une émotion d'un spectateur à un autre ou d'un spectateur à un créateur, créatrice, spectatrice. Les chorégraphes qui m'ont inspirée, c'est moi mon point de départ quand j'ai commencé à travailler sur Tans, c'était Pina Bausch d'un côté et les comédies musicales de l'autre, qui étaient en gros les deux seules choses que je connaissais et appréciais dans le monde de la danse, de façon tout à fait ignorante. Et en me renseignant sur les deux, je me suis rendu compte que l'histoire se recoupait et qu'il n'y avait pas tellement de distance. Enfin, il y avait moins de distance que je pensais entre le Tans Theater et la comédie musicale. Et de me renseigner sur la comédie musicale, ça m'a fait me rendre compte que c'est une discipline à part entière, c'est une forme d'expression et un art à part entière, malgré son aspect commercial, et qu'il y a des chorégraphes qui sont des artistes, et que donc c'est la raison pour laquelle ça me plaisait autant. C'est pas juste parce que c'était sympa, mais c'est parce qu'il y avait un langage auquel j'étais sensible. J'ai étudié surtout ce moment temporel de la danse et ça m'a fait découvrir tout un langage, toute une forme d'expression, toute une partie de la discipline et c'était absolument fascinant et enrichissant. Par contre, pour ce qui est de mon rapport au corps par rapport au dessin, je crois que mon inspiration elle vient essentiellement de l'expressionnisme. Un peu malgré moi entre guillemets, mais j'aime énormément Schiele et pendant longtemps je dessinais vraiment au trait et avec j'aimais dessiner les corps anguleux et nerveux. Pour dessiner et mettre en couleur Tans, j'ai utilisé des pastels aquarellables qui s'appellent des néocolores, qui est une technique que j'utilise depuis 2016, donc assez récemment. Et en fait, je m'en sers comme de l'aquarelle, sauf que ça a la particularité de sécher beaucoup plus vite. Et donc, à la fois, c'est quelque chose dont on peut moins maîtriser l'élasticité, on va dire, par rapport à l'aquarelle. Mais du coup, on peut plus s'amuser peut-être avec la superposition. Et ça oblige à travailler de façon extrêmement spontanée, puisqu'on est obligé de travailler très très vite. C'est plus texturé aussi. Et le fait qu'il y ait une texture, je pense que ça donne un peu de corps et un peu de mouvement aussi. Jusqu'en 2015, je faisais
essentiellement que du trait et du noir et blanc parce que j'avais l'impression de ne pas savoir du tout faire de couleurs. Et en 2016... oui, voilà, Acouphène était complètement en noir et blanc. Et puis je me suis mise à faire de la couleur d'abord à l'ordinateur, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, notamment par rapport aux palettes que j'utilisais parce que j'avais l'impression que c'était pas très harmonieux. Et à cette étape transitoire m'a menée à reproduire les mêmes choses, enfin à essayer avec voilà, des techniques aqueuses, aquarelles ou pastel qui, elles, me font vraiment, enfin voilà, me vont bien, je dirais, dans la pratique. Alors, parler de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement avec un personnage juif, ça a été extrêmement complexe et c'est quelque chose dont je me suis approchée avec parcimonie. Moi, je ne voulais pas parler de la guerre en elle-même, mais plutôt je voulais parler de comment le traumatisme peut être constitutif d'une identité, comment le traumatisme impacte la construction des gens, enfin la construction de l'individualité et cette recherche d'identité, ce rapport à l'individualité, on le retrouve, je trouve, de l'extérieur en tant que goy, chez bon nombre de personnes juives et dans de nombreuses communautés aussi. Quand on fait partie d'une communauté ou d'une minorité, il y a toujours cette idée de comment ça impacte notre identité à la fois. Est-ce qu'on s'identifie à cette communauté ou est-ce que c'est les autres qui nous ramènent à cette identité de force? Donc c'est plutôt ces aspects-là que je voulais travailler plutôt que la guerre ou le judaïsme. Donc c'était délicat et j'ai essayé de le traiter avec autant de délicatesse et de légèreté que possible pour pas parler de choses dont je ne peux pas parler. Appris qu'elle existait, je me suis toujours sentie proche de la communauté LGBTQIA sans pour autant en faire partie moi-même. Mais je sais pas, ce sont des combats qui m'ont toujours particulièrement touchée. Et je dessine souvent des hommes et des hommes homosexuels et je pense que ça me permet d'explorer mon propre genre peut-être d'une certaine façon, d'explorer, en tant que femme, d'explorer une part de masculinité ou du genre opposé et aussi je pense que je m'identifie plus à des personnages masculins qui aiment des hommes, d'une part parce que moi-même j'aime les hommes, et d'autre part parce que quand on grandit en tant que femme dans la culture populaire occidentale, on n'a pas d'autre choix que de s'identifier à des hommes. Donc je pense qu'à la fois il y a eu aussi un moment où j'ai été un peu tordue à ce niveau-là. Donc mon prochain livre aura une héroïne. Mais voilà, je sais, c'est pas très cohérent, mais c'est parce que moi-même je suis en train d'essayer de comprendre à quel point, pourquoi ça me touche autant en fait. Ces questions de genre et d'orientation sexuelle et qu'est-ce que ça dit de moi exactement. Et pourtant, je m'identifie comme une femme hétérosexuelle et cisgenre, mais bon, de toute façon, on sait que ces choses-là sont fluides. Donc, j'ai un prochain livre chez Le Lombard qui est en préparation, mais j'ai un peu du mal à avancer dessus en ce moment, mais en tout cas, c'est prévu pour cette année. Ça sera dans un univers un peu plus fantastique, mais fantastique de façon plus proche des mythes et du folklore. Et d'une certaine façon, c'est intéressant avec cette idée de ne pas de vivre une forme d'exotisme sans se réapproprier la culture d'autres ethnicités. En fait, on se rend compte qu'il y a une partie de je me rends compte qu'il y a une partie de notre histoire, je dis nous en tant qu'Européens, qu'on ne connaît pas du tout et qui est extrêmement exotique par rapport à l'idée qu'on se fait de notre folklore. Et des costumes faits de mousse et de branches et des démons et des créatures incroyables. Je me renseigne pas mal là-dessus parce que c'est extrêmement inspirant. Alors le prix Révélation, c'est inespéré et inattendu. Moi, mon rêve secret, c'est d'être nominée à Angoulême. Donc, depuis que j'ai appris que j'étais nominée, déjà, je suis sur un petit nuage. Et là, on est quelques heures avant la cérémonie officielle et j'ose toujours pas y croire que j'ai reçu le prix. Donc,
l'explosion de joie n'a pas encore tout à fait eu lieu. Par contre, je peux dire que voilà, cette reconnaissance des pairs, pour moi, c'est une espèce de façon d'être légitimée et une validation qui m'apporte énormément de sérénité. Parce qu'on sait que c'est plutôt anxiogène d'être auteur ou autrice dans la conjoncture actuelle. Je ne sais pas si je peux dire que je fais exactement partie du collectif auteur-autrice en action, parce que je ne sais pas s'il fallait signer quelque chose à un moment, mais en tout cas j'ai signé les tribunes. Personnellement, j'ai choisi de ne pas boycotter le festival parce que j'ai quelque chose à y vivre qui est important pour moi, et que surtout, moi, mon nom n'a pas le même impact que celui de, au hasard, Lisa Mandel ou Fabien Vellman. Donc je me suis dit que c'était plus important pour moi de profiter de ce moment et d'en profiter pour parler de AAA, d'auteur et autrice en action. Mais effectivement, on est dans un moment où l'industrie de la bande dessinée s'enrichit et les auteurs et autrices se paupérisent. Et donc, c'est bien beau de mettre la bande dessinée en avant, mais il faut se rappeler que sans auteurs et autrices, il n'y a pas de bande dessinée, et qu'on ne peut pas laisser ces personnes travaillent dans des conditions qui sont indécentes. Et à ce titre-là, j'invite à consulter le rapport Racine qui témoigne de la paupérisation des auteurs et autrices, et à lire la charte des auteurs et autrices en action qui propose une façon plus juste de rémunérer et accueillir les auteurs et autrices.